Et salutations chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue la lecture de L'État nous rend-il meilleur par Ruven Augien. On commence aujourd'hui la première partie qui est la partie théorique du livre. Donc là en fait Augien il va détailler son objection à la liberté positive. Si vous n'avez pas regardé les deux précédentes vidéos, surtout la dernière où on a expliqué c'est quoi la liberté négative et positive, je vous invite à aller les regarder. Mais vous pouvez aussi prendre le train en marche parce qu'on va rappeler les notions qu'on a vues au fur et à mesure. Par exemple, le premier chapitre qu'on va lire aujourd'hui, c'est la liberté politique et la liberté métaphysique. Donc c'est sur un point qu'on a déjà mentionné la dernière fois. Dans l'introduction, qu'est-ce que la liberté politique? On a précisé que le livre parle de liberté politique, pas de liberté métaphysique. Mais ça fait pas de mal de dédier un petit chapitre sur ces notions. Donc déjà, la liberté politique, c'est pas la liberté métaphysique. La liberté métaphysique, c'est la liberté dans le sens de qu'est-ce qui est possible ou impossible, qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est contingent. Contingent, c'est-à-dire c'est ce que tu peux faire librement ou ne pas faire, alors que le nécessaire, c'est ce que tu n'as pas la liberté de ne pas faire. Pour résumer en fait la liberté métaphysique, tu as besoin de deux propositions. La première, nous n'avons pas la liberté de faire ce qui est impossible, et deuxièmement, nous n'avons pas la liberté de ne pas faire ce qui est nécessaire. Donc un exemple, pour le premier cas, une personne ne peut pas être à deux endroits au même moment, genre dans deux villes, physiquement et même conceptuellement, c'est impossible. Donc on n'a pas la liberté d'être à deux endroits simultanément. Voilà, on n'a pas la liberté de faire ce qui est impossible. Pareil pour la vieillesse. Comme on ne reçoit pas d'élixir de jeunesse éternelle, et qu'en plus à chaque fois que ça arrive dans la fiction, ça se termine mal, genre le portrait de Dorian Gray, c'est un roman d'Oscar Wilde, et dedans le mec Dorian Gray, il ne vieillit plus, mais son portrait, qu'un ami le lui a peint, le portrait lui il vieillit, et Gray il déteste ça, et après ça va partir en couille. Je vous spoil pas, mais si vous tombez sur le roman, lisez-le, c'est un chef-d'œuvre, et Augien ici il l'utilise comme exemple pour la deuxième proposition, il est nécessaire de vieillir, c'est-à-dire que quoi que tu fasses, ça va arriver, donc tu n'es pas libre de ne pas vieillir. Même si tu conserves ton corps par la médecine, tu vieillis quand même. En gros, là, vous avez toutes les questions sur le libre arbitre, le déterminisme ou sur les possibilités physiques. Le fait que j'ai des désirs ou des besoins, par exemple, j'ai envie de passer tout mon temps à lire de la philo, mais voilà, mon corps produit des désirs et des besoins qui vont me distraire de ce que je veux faire. J'ai soudainement faim, donc il faut interrompre ma lecture pour aller manger. Ou bien, j'ai la tête qui sature, ou je suis fatigué, ou donc je dois aller dormir. Mon corps en fait m'impose des limites que je préfère qu'il n'existe pas. Donc le fait que mon corps m'impose des limites, est-ce que ça fait que pour le coup je ne suis plus libre? Ou le fait que je ne peux pas voler comme un oiseau ou respirer sous l'eau, est-ce que ça réduit ma liberté? En gros, si je suis limité par des lois de la nature, est-ce que je reste libre ou pas? Ou est-ce que tout simplement je peux faire des actions sans qu'elles soient déterminées par des causes antérieures ou par mon passé? Tout ça en fait c'est du domaine de la liberté métaphysique et ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. La liberté politique est préoccupée non pas par ce qui est possible ou impossible, mais par ce qui est désirable ou indésirable, ce qui est obligatoire, permis ou interdit. Augien donne l'exemple de fumer. Il est interdit de fumer dans certains lieux ouverts ou fermés, mais ce n'est pas impossible de fumer dans ces lieux. Physiquement, je peux allumer une cigarette et fumer dans un endroit où c'est interdit. Du point de vue métaphysique, c'est possible, donc je suis libre. Mais politiquement, je ne le suis pas. Si je fume et que je me fais prendre, ça va être une sanction. Fumer, c'est possible, mais ce n'est plus permis ou ce n'est pas permis par la loi. Tu as la liberté physique, tu as la possibilité physique de fumer, mais pas la permission légale de fumer. On se dit pas en fait si voler comme un piaf est possible ou impossible, mais si c'est désirable, si ça devrait être obligatoire, permis et interdit. C'est ça en fait la liberté politique. Alors oui, le fait que le truc est déjà impossible de voler comme un piaf fait que c'est con de débattre si c'est désirable ou indésirable, interdit ou permis. Et tout ce que la liberté politique considère valable d'en débattre, c'est forcément un truc possible. Et ça, on y reviendra. Mais déterminer si c'est possible ou pas, c'est pas son focus en fait. Elle est plus tournée vers des notions normatives. La liberté métaphysique, elle, son focus, c'est le descriptif. Elle ne fait que de dire qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Elle ne fait que d'écrire en fait. Elle ne te dit pas si c'est bien ou mal ou si ça doit être permis ou pas. Le fait que je suis capable de voler comme un oiseau, même si c'est possible, ça ne me dit pas si je dois être autorisé à le faire ou si on doit m'interdire, si c'est une liberté désirable ou pas. Pareil avec le libre arbitre. La liberté métaphysique se contente de dire X a un libre arbitre, mais c'est la liberté politique qui va se charger de dire quoi en faire ou si c'est désirable de l'avoir, quoi. Donc elle est normative. Elle dit ce qui doit être fait plutôt que d'écrire ce qui est fait.
Donc Augien en fait veut parler de la liberté politique, il veut parler en fait des notions normatives. Mais là encore, Augien dit qu'il peut limiter encore plus le focus du livre parce que parmi les notions normatives, le désirable et l'indésirable, l'obligatoire, le permis et l'interdit, ils ne sont pas tous pertinents ou le sont au même niveau pour parler de liberté politique. On peut encore restreindre la liberté politique à l'obligatoire, le permis et l'interdit et ignorer le désirable et l'indésirable. Il dit « Il faudrait distinguer le désirable et l'indésirable qui sont des concepts de valeur ou axiologiques et l'obligatoire, le permis, l'interdit qui sont des concepts normatifs au sens strict. Ce sont ces derniers qui m'intéressent plus particulièrement dans ce chapitre. » Donc les notions axiologiques, c'est des notions qui ont une valeur soit esthétique ou morale. Et pour Augien, la liberté politique ne devrait pas s'en préoccuper. Le fait que quelque chose soit désirable ou indésirable, que quelque chose est belle, moche ou morale, n'a pas grand-chose à voir avec la liberté politique. Les notions normatives qui intéressent la liberté politique, c'est seulement l'obligatoire, le permis et l'interdit. Et le fait qu'une chose est désirable ou pas, si elle est belle ou moche ou morale, n'est jamais un critère suffisant pour l'interdire ou pour l'autoriser ou la rendre obligatoire. Ça va dépendre des goûts de chacun. Et comme on ne peut pas imposer nos goûts sur les autres, et surtout nos valeurs sur les autres, ça n'a rien à faire dans les débats sur la liberté politique. Alors oui, quand c'est la morale, c'est un peu plus compliqué, mais comme on a dit, Augien défend le minimalisme moral, c'est-à-dire que le critère moral à considérer dans la liberté politique, c'est uniquement la question du tort à autrui. Il n'y a que là où une valeur morale peut se confondre avec l'obligation, la permission ou l'interdiction. Est-ce que ça peut causer un préjudice à autrui? Pareil pour l'esthétique. Est-ce que mes goûts esthétiques causent du tort à autrui? Mais dès qu'on pose cette question, on n'est plus dans le domaine du désirable et l'indésirable, mais on est dans le domaine de l'obligatoire, le permis et l'interdit. En gros, l'argument d'Augien c'est dans un autre livre, hein. C'est ça en fait qu'il donne dans un autre livre, qu'il a coécrit avec Christine Tapollet, les concepts de l'éthique, faut-il être conséquentialiste? Voilà, il dit ça, que en fait, la liberté politique, elle doit se limiter seulement qu'à ce domaine de l'obligatoire, le permis et l'interdit. Voilà, en fait, la liberté politique s'intéresse seulement à ces concepts normatifs les plus stricts, c'est-à-dire du domaine qui relève de l'obligatoire, tout ça. Alors, cela étant dit, ça ne signifie pas que les deux libertés n'ont pas de relation entre elles. On parle de liberté politique et métaphysique. Elles sont certes indépendantes, et pour utiliser un langage un peu technique, on peut dire que les propositions qui décrivent la liberté métaphysique utilisent des expressions comme possible, impossible ou nécessaire, qu'on appelle aléthiques parce qu'elles concernent la vérité. De leur côté, les propositions qui décrivent la liberté normative utilisent des expressions comme obligatoire, permis ou interdit, qu'on appelle déontiques parce qu'elles concernent le devoir ou l'obligation. Donc, aléthique, ça vient du grec aléthès qui veut dire vrai. Aletheia en grec signifie la vérité et déontique vient de déon qui, du grec aussi, ça signifie les devoirs. Donc c'est une autre manière de dire que la liberté métaphysique est juste descriptive et l'autre est normative. La liberté métaphysique concerne la vérité de certaines propositions. Est-il possible ou impossible de faire X? Donc métaphysique se réfère en fait à la logique de ces propositions. Il s'agit de faire une démonstration pour montrer que X est nécessaire, possible ou impossible, de la même manière qu'on démontre tout autre fait métaphysique. Il faut en fait montrer si c'est vrai ou faux que X est possible, impossible ou nécessaire. Et pour ça, il faut utiliser les bases de la logique. Il ne faut pas de contradiction, par exemple. X ne peut pas être à la fois vrai et faux. Il ne faut pas que X, en fait, ne soit pas, en fait, une conséquence logique de ces prémices. Il faut que X soit logiquement impliqué par les prémices qui le précèdent, etc. Par contre, les propositions déontiques, c'est différent. Dire qu'il est permis de faire X n'est pas seulement une proposition à démontrer, comme dans le cas de la liberté métaphysique, parce que démontrer que X est un devoir ou une obligation, une permission ou une interdiction, c'est pas comme démontrer que X est possible ou impossible. Dire que X est obligatoire, que c'est un devoir ou un droit, relève de la valeur, ou plus précisément, d'une norme. On peut dire que ça reflète un état d'âme. Dire qu'il faut interdire X, c'est un état d'âme, c'est-à-dire que c'est une norme. Sauf qu'une norme, contrairement à une proposition à démontrer, elle ne peut pas être démontrée. On ne peut pas dire que norme X ou norme P, obligation de faire P, est vraie ou fausse. Genre la phrase « il faut interdire de fumer dans certains endroits » n'est ni vraie ni fausse. Cette proposition est différente de la proposition « il est interdit de fumer dans certains endroits ». Là oui, là en fait, on peut vérifier si c'est vrai ou faux. On peut aller voir, ok, il y a des endroits où effectivement c'est interdit et des endroits où c'est pas interdit. Mais la proposition ici c'est « il est
interdit de fumer. C'est différent de la proposition normative de « il faut interdire » de fumer dans certains endroits. Les normes, en fait, relèvent de la perspective, de l'émotion, de la croyance, plutôt que de la logique. Elles ne peuvent pas être soumises à des critères comme la contradiction ou l'implication. Genre, ils ne peuvent pas avoir, en fait, de conséquences logiques ou être une conséquence logique. Rien ne peut logiquement découler d'une valeur, et une valeur ne peut logiquement découler de rien, en fait. Donc, on peut dire qu'il ne peut pas y avoir de logique déontique, une logique des normes. Sauf que Augien, il mentionne un philosophe qui dit non. C'est le philosophe finlandais Georg Henrik von Wright qui a développé ce qu'on appelle Deontic Logic en anglais. En français, c'est la logique déontique. Et pour lui, les normes ont une logique. C'est juste une logique beaucoup plus restreinte que la logique classique. Et elle, son focus, c'est plus la justification en fait des normes. Hein. Comment est-ce qu'on peut justifier qu'il faut interdire de fumer, par exemple, plutôt que de démontrer la vérité. Hein, quand tu dis « il est interdit de fumer », ça on peut démontrer, mais quand tu dis « il faut interdire », ça, interdire, c'est pas un truc qu'on démontre, mais c'est un truc qu'on justifie. D'accord? La logique déontique veut démontrer que les normes sont justifiées ou pas, plutôt que vraies ou fausses. Alors, Von Wright, il a énormément écrit sur le sujet, mais Augien, il mentionne qu'un seul essai, c'est Is there a logic of norms? Y a-t-il une logique des normes? Et on ne va pas rentrer dans le détail, hein, parce que Von Wright, c'est un philosophe analytique, et comme Augien, mais là, c'est le level god de la philosophie analytique. Genre, on utilise un langage très technique, des symboles, des formules. Ça ressemble plus à des maths que de la philosophie. Mais ce n'est pas si compliqué que ça, en fait, une fois qu'on comprend les symboles. Mais pour faire simple, il dit juste que les critères comme contradiction et implication peuvent aussi s'appliquer aux normes. Par exemple, si on a des normes d'obligation qui t'obligent à faire P et en même temps t'interdisent de faire P, ou te disent que c'est permis de faire P, alors qu'en même temps, elles te l'interdisent ou t'obligent à faire P. Donc ces normes sont contradictoires, elles ne respectent pas la logique déontique. Si on t'oblige aussi à faire un truc qui est impossible, ça aussi c'est une contradiction, et donc la norme ne peut pas être acceptée. On ne va pas entrer dans le détail, hein, encore une fois, je veux juste vous donner une petite idée sur la logique déontique, parce qu'Augien, il se sert des arguments de Von Wright. Et on va y revenir aussi dans une minute. Mais en fait, tout ça pour dire que la liberté métaphysique et politique sont non seulement formellement indépendantes l'une de l'autre, mais aussi conceptuellement indépendantes. Elles ont chacune leur propre logique. Voici comment en fait on peut concrètement voir la différence entre les deux. Le fait par exemple qu'une proposition est possible, ça ne me dit rien si on doit l'interdire ou l'autoriser ou en faire une obligation, comme le cas de fumer ou comme le fait de garer sa voiture devant une caserne par exemple. Son côté aléthique, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est possible de garer sa voiture devant une caserne, ce côté aléthique-là, ça ne me dit rien sur son côté déontique. Ce n'est pas parce que c'est possible qu'on l'interdit, par exemple. La raison de son interdiction suit une toute autre logique qui n'est pas du tout affectée par la logique aléthique. Donc, ces deux libertés sont indépendantes. Mais tout à l'heure, on a dit que le fait que quelque chose est impossible fait que c'est inutile de l'interdire ou de l'autoriser, et encore moins la rendre obligatoire, puisque de toute façon, elle est impossible. Du coup, déterminer si une chose est impossible, déjà, ça peut être lié à une liberté politique. Ceci est en accord avec l'adage « à l'impossible, nul n'est tenu » ou à la métanorme « devoir implique pouvoir ». Alors, une métanorme, c'est en fait une norme qui s'applique à toutes les normes. Pour qu'une norme soit une norme, il faut qu'elle soit en conformité avec une norme plus générale. Ici, c'est devoir implique pouvoir. C'est ça la métanorme. Toute norme est normative. Elle vise à aller vers un certain état des choses qu'elle veut. Les choses, en fait, doivent être comme ça, donc je dois faire certaines actions pour qu'elles soient comme elles doivent être. Mais pour que cette action soit une norme, il faut que l'action soit possible. Devoir implique donc automatiquement pouvoir. Si on vous dit « il est interdit de fumer dans le métro », c'est un énoncé normatif. On vous dit comment les choses doivent être. Dans le métro, on ne fume pas. Mais qu'est-ce qui peut justifier cette norme dans le sens de qu'est-ce qui peut lui donner le critère de norme? Si je vous dis « il est interdit de respirer », c'est un énoncé normatif, on est d'accord, mais il ne peut pas être une norme parce que c'est impossible à appliquer. Vous ne pouvez pas ne pas respirer. Donc pour être une norme, il faut que l'énoncé soit possible. Il faut que vous soyez en mesure de le faire. Il faut pouvoir le faire. Donc devoir implique
pouvoir. Donc la métanorme sert en fait à sélectionner les normes. C'est une norme qui sélectionne les normes. Parmi les énoncés normatifs, lesquels peuvent devenir des normes. Déjà, tout ce qui est impossible ne peut pas être une norme, on ne peut ni l'interdire, ni le rendre obligatoire. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose qui est impossible, en fait. Il est tout aussi logique de ne pas interdire l'impossible parce que ça ne sert à rien. S'il est impossible aux hommes de fumer, genre physiquement on ne peut pas fumer, l'interdiction de fumer serait ridicule. Comme dit Augien, à première vue, pour qu'une interdiction ne soit pas absurde, elle doit avoir pour objet une action qu'il est possible d'accomplir. Donc, il semblerait qu'il n'y a que les actions métaphysiquement possibles qu'on peut interdire, autoriser ou rendre obligatoires, déjà. Mais on peut aller encore plus loin et dire que parmi les actions possibles, il y en a beaucoup qu'on n'a pas à mettre à l'examen déontique. Il y a des actions possibles qu'il serait tout aussi ridicule d'interdire, d'autoriser ou de rendre obligatoires que les actions impossibles. Par exemple, les actions nécessaires, celles qui vont et doivent se faire indépendamment des normes ou des conventions. Elles sont possibles ici, non pas dans le sens de contingent, mais dans le sens de « ils s'actualisent dans le réel ». Ils sont nécessaires. Si une chose va forcément se produire, en faire une norme, une interdiction, obligation ou permission, c'est ridicule, puisqu'elle va se produire, peu importe si on en fait une norme ou pas. Donc les possibles nécessaires, c'est comme l'impossible. C'est ridicule de les rendre obligatoires, interdits ou autorisés. Donc, il reste que les possibles contingents. Mais même parmi les possibles contingents, il y en a qu'on ne peut pas en fait soumettre à la logique déontique. Ici, par exemple, il est ridicule d'interdire ce que personne n'a envie de faire. Pour revenir à la cigarette, il est normal en fait d'interdire de fumer des cigarettes dans certains endroits, mais il est ridicule d'interdire qu'on mange des cigarettes, parce que personne ne veut faire ça. Pourtant, c'est une possibilité contingente. Sauf si en fait tout le monde est un teubé à la what the cut, les vrais savent, et on se met tous à bouffer des cigarettes, c'est con de passer une loi qui interdit de bouffer des cigarettes. Donc pour interdire quelque chose, il faut forcément que c'est quelque chose que les gens ont envie de faire. Et il est tout aussi vrai que c'est ridicule de rendre obligatoire ce que tout le monde a envie de faire ou à les faire volontairement. Augien il appelle ça le rasoir de Kant, en référence au rasoir d'Occam qu'on a mentionné la dernière fois. Si vous avez deux théories qui mènent au même résultat, choisissez la théorie la théorie la plus simple ou celle qui a le moins d'exigences inutiles ou des entités superflues. Ça, c'est Occam. Le rasoir de Kant, Augien, il en parle dans un essai qui s'appelle le rasoir de Kant. Et en fait, en gros, Kant, il dit dans la critique de la raison pratique qu'il est con d'ordonner à quelqu'un d'être heureux, parce qu'on ne peut pas ordonner à quelqu'un de faire ce qu'il veut déjà faire. Ça, c'est une autre métanorme différente de pouvoir implique, devoir implique pouvoir. Devoir implique pouvoir, ça exclut en fait les normes qui nous demandent de faire l'impossible. Alors que le rasoir de Kant exclut les normes qui nous obligent à chercher à obtenir ce que nous voulons de toute façon, et celles qui nous interdiraient de chercher à obtenir ce que nous ne voulons en aucun cas. Il est absurde d'ordonner à quelqu'un de faire ce qu'il veut de lui-même. Si je t'ordonne de fermer la porte alors que déjà la porte est fermée, par exemple, ou de l'ouvrir alors que la porte est déjà ouverte, déjà, c'est con. Mais c'est tout aussi con d'ordonner à quelqu'un d'ouvrir une porte pendant qu'il ouvre la porte ou quand il a l'intention d'ouvrir la porte indépendamment de l'ordre. C'est quand lorsque vos parents ils vous ordonnent de faire la vaisselle alors que vous aviez l'intention de faire la vaisselle, tu vois. Bref, en fait, le rasoir de Kant nous dit qu'il est inutile d'ordonner à quelqu'un, de leur donner en fait ce qu'il veut, et il est inutile d'interdire à quelqu'un ce qu'il ne veut pas. Donc, si on doit résumer la position d'Augien concernant la relation entre liberté métaphysique et liberté politique, c'est la suivante. On voit donc qu'il existe certains liens entre des normes qui obligent ou interdisent et certains faits qui concernent nos possibilités ou nos désirs. Toute la difficulté est d'établir des liens raisonnables. Donc, on sait qu'il y a des liens entre normes et possibilités contingentes pour être précis, mais il faut bien déterminer ces liens. Il faut qu'ils soient raisonnables. Toute la liberté politique, en fait, dépend de ça. On est libre politiquement lorsque les liens entre normes, entre obligations, permissions et interdictions et nos possibilités sont raisonnables. Comment donc établir ces liens raisonnables? Selon Augien, ça va dépendre de plusieurs choses, mais essentiellement l'exigence des normes. S'ils exigent
trop ou pas assez, ces normes sont déraisonnables. Si les normes exigent trop jusqu'à demander de nous de faire des choses impossibles ou qui frôlent l'impossible, ces normes sont déraisonnables. À l'impossible, nul n'est tenu. Personne n'est tenu de faire ce qui est impossible parce que sinon, ces normes deviennent inhumaines. Selon Augien, dans l'essai Rasoir de Kant, le principe qui anime le devoir implique pouvoir, c'est un principe d'humanité, et on y reviendra. Mais voilà, c'est pour éviter de violer le principe d'humanité que les normes ne doivent pas être trop exigeantes. Et pareil, si les normes ne sont pas assez exigeantes, elles sont tout aussi déraisonnables. Pas assez exigeantes, c'est-à-dire qu'elles n'imposent rien à ce qui est possible. À cœur vaillant, rien d'impossible, c'est l'adage ici. Donc là, on a le rasoir de Kant qui nous dit qu'il y a un minimum d'exigence à respecter. Ici, ça suit un peu un principe de parcimonie. En gros, d'un côté, on a le principe d'humanité qui nous demande de construire des théories morales qui ne sont pas trop exigeantes, exclure les normes cruelles ou inhumaines. D'un autre côté, le principe de parcimonie qui nous demande de construire des théories moralement suffisamment exigeantes, c'est-à-dire qu'il faut exclure les normes superflues, celles en particulier qui s'alignent sur ce que l'agent veut déjà. Donc pour qu'une norme soit authentique, il faut qu'elle ait un équilibre entre les deux. Et ici, je vais citer le rasoir de Kant. Ce n'est pas dans l'État Laurentine-Meyer, c'est dans le rasoir de Kant ici. Il dit premièrement, si l'écart entre l'obligation et le vouloir est nul, l'obligation est exclue en vertu du principe de parcimonie. Si l'écart entre l'obligation et le vouloir est trop important, l'obligation est exclue en vertu d'un principe d'humanité. Et troisièmement, si l'écart entre l'obligation et le vouloir n'est ni nul, ni trop important, l'obligation est authentique. Elle sert en fait à amener progressivement le vouloir à se conformer à l'obligation. Et bien évidemment, pour déterminer ces écarts, bon, c'est tout un bordel, qui c'est qui détermine ce qui est possible ou impossible déjà. Si ces normes en fait sont censées être impartiales et donc s'appliquer à tout le monde, il faut qu'elles prennent en compte les différences de chacun. Ce qui est possible pour un athlète en sprint est impossible pour quelqu'un comme moi. Moi, tu me fais courir 20 mètres sans m'arrêter, ça y est, je crève. Mais pour Usain Bolt, c'est une promenade, quoi. Donc, si on dit que puisque Bolt y arrive, donc c'est possible, donc je peux la rendre obligatoire pour tout le monde, c'est con. Pourtant, c'est ce qui arrive tout le temps dans les sociétés méritocratiques. Tout le monde se tue pour être performant, alors que ce qui leur est demandé est au-delà de leur capacité, ou sinon, ils sont souvent à leur limite, ce qui n'est pas bon pour la santé du cigare. Imagine si tu es tout le temps obligé de courir 100 mètres en 10 secondes. Oui, c'est possible pour un humain, mais pour y arriver, il faut être shooté aux amphétamines, ce qui, à la longue, va détruire ta santé. On nous dit tout le temps en fait qu'il faut se tuer au boulot, qu'il faut faire des efforts encore et encore juste parce que quelqu'un n'est pas mort sous la pression et a réussi sa vie. Du coup, nous, on est obligé de faire pareil, alors que c'est même pas en fait ce qu'on veut forcément et qu'on n'a pas en fait à nous forcer à vouloir ça. Mais on se trouve forcé à vouloir ça, à vouloir le genre de succès qui te tue à petit feu à cause d'une success story, quoi. Ou plus précisément, en fait, mettre énormément de demandes morales aux gens, vouloir absolument qu'ils soient meilleurs, pas seulement physiquement ou intelligemment, pour être plus productif, ça c'est déjà le cas, mais aussi être moralement meilleur, mais au point où c'est impossible, où ça devient même obsessionnel. Genre oui, en fait, c'est possible d'être un saint, c'est possible de pratiquer une ascèse extrême qui peut te tuer, c'est possible de pratiquer un exercice qui a tué 90% de ceux qui l'ont pratiqué, mais parce que 10% ont réussi, donc il n'y a pas de raison que les 90% ne réussissent pas non plus. C'est possible en fait d'être un saint quand juste une personne sur 10 y arrive, mais ça ne veut pas dire qu'il faut en faire une norme et l'imposer. Il ne faut pas rendre ça obligatoire d'être un saint ou d'être maître de soi, par exemple. S'il y en a qui veulent devenir des saints, ils peuvent tenter, mais il n'y a pas pourquoi exiger que tout le monde soit un saint. Bref, il y a énormément de facteurs à prendre en considération ici. Le simple fait qu'une chose est possible n'est pas suffisant pour l'interdire, l'autoriser ou la rendre obligatoire. Il faut déterminer déjà si on devrait en faire une norme, quand en faire une norme et pour qui en faire une norme. Donc voilà, tout le truc va se jouer sur le « il faut interdire » ou « il faut rendre obligatoire » ou « il faut autoriser ». Donc, Augien, il dit, si on exclut les impossibilités logiques et les limites générales que la nature nous impose, il reste une large gamme d'actions dont il est difficile de dire si elles sont possibles ou impossibles sans autre spécification. Quand, pour qui, etc. Donc voilà, en fait, si on ne prend pas nos précautions là-dedans,
on peut foutre la pagaille, comme par exemple dans les régimes totalitaires. Et là, vous avez en fait une violation sans gêne du principe d'humanité. Parce qu'en fait, les régimes totalitaires, selon Augien, ils ont une réputation de mettre en place des lois qui obligent les gens à faire des trucs impossibles, que ce soit physique ou surtout psychologique. L'exemple le plus flagrant, c'est les camps d'extermination. Non seulement on te demande d'obéir à des lois qui ne tiennent compte d'aucune de tes limites physiques, morales ou même psychologiques, mais en plus, ils te punissent pour avoir enfreint ces lois, et bien évidemment, les châtiments sont toujours barbares, cruels et disproportionnés. Donc non seulement ces lois ont une logique foireuse, puisque les liens entre les normes et possibilités qu'ils tirent sont déraisonnables, mais en plus, leur contenu est juste inhumain. Et ces lois existent. Faire des liens déraisonnables entre la liberté politique et liberté métaphysique, c'est pas en fait des expériences de pensée abstraites, ce sont des choses qui se font pratiquement et concrètement. On a des normes trop exigeantes et des normes pas assez exigeantes. La question de trouver le bon équilibre, c'est pas en fait un exercice intellectuel dans des tours d'ivoire. Faire un lien déraisonnable entre les deux, ça a des conséquences désastreuses sur la vie des gens, et c'est ce qui se passe dans de nombreux pays, à commencer aussi un peu par la Tunisie. Comme il dit, l'écart entre la liberté normative qui fixe ce qui est permis, obligatoire, interdit et la liberté métaphysique qui dit ce qui est nécessaire, contingent, possible ou impossible peut être extrêmement important et parfois même prendre des proportions absurdes et inhumaines. C'est un danger dont il faut tenir compte lorsqu'on analyse la liberté politique qui est une liberté normative. Voilà donc pour ce premier chapitre. Voilà, je pense que ça a été clair, que déjà, en fait, pour parler de liberté politique, il faut déjà bien savoir comment faire ces liens raisonnables entre les possibilités et ce qu'on va et les normes, quoi, ce qu'on va interdire, ce qu'on va autoriser, ce qu'on va en fait rendre obligatoire. Et en fait, c'est de là en fait que tout va commencer. Après, pour comprendre liberté positive et négative, il faut déjà comprendre cette base-là, qu'il y a des possibilités et que les normes doivent avoir des liens raisonnables avec ces possibilités. Donc, je vous invite la semaine prochaine pour la lecture du deuxième chapitre, qui va être plus long, que celui-ci, parce que le premier chapitre est très court, c'est juste à peu près 5 pages, et après, en fait, dès le deuxième chapitre, on va commencer avec la liberté positive. On va voir qu'est-ce qui ne va pas dans la liberté positive, et donc du coup, voilà, ça rappelle un petit peu, en fait, c'est une réponse à l'essai de Charles Taylor, qui est « Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans la liberté négative ?» Donc voilà, Augien, il a écrit une réponse directe à l'essai de Taylor, et donc du coup, voilà, la semaine prochaine, on va lire ce deuxième chapitre, qu'est-ce qui ne va pas dans la liberté positive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à sonner la cloche, le petit commentaire, le petit pouce bleu, et je vous dis à la semaine prochaine pour continuer cette lecture approfondie de l'État nous rend-il meilleur. Voilà.